Et si rembourser ses dettes était l'acte de rébellion le plus audacieux du XXIe siècle? Depuis 3 ans, des milliards quittent les coffres africains pour retourner au FMI et à la Banque mondiale. Sur le papier, on applaudit la discipline budgétaire. L'Afrique paie ce qu'elle doit, elle joue le jeu. Mais ce que le monde ne veut pas voir, c'est que derrière ces virements se joue un drame beaucoup plus profond. Dans les couloirs marbrés de Washington et les salles feutrées de Paris, l'inquiétude monte. Parce que ce n'est pas juste une question de compte en règle, c'est la fin d'un système. Un système où, tant que l'Afrique devait de l'argent, chaque décision, du salaire d'un enseignant à la subvention d'un agriculteur, devait d'abord être validée à des milliers de kilomètres de là. Quand la dette disparaît, le contrôle disparaît aussi. Et ça fait trembler les anciens maîtres. Imaginez, pendant plus de 60 ans, la dette a été le fil invisible qui reliait le destin de millions d'Africains à celui de leurs créanciers occidentaux. C'était une boucle parfaite. Une crise, une dette, des conditions strictes et la dépendance qui recommence. Mais aujourd'hui, cette boucle est en train de se briser. La Zambie, jadis symbole de la détresse financière, a libéré 6 milliards de dollars d'un coup. Le FMI, d'abord si exigeant, s'est soudainement mis à s'inquiéter de la croissance trop rapide. Pourquoi? Parce qu'une Afrique s'enchaîne, c'est une Afrique qui choisit son propre avenir. Pour la première fois, la question n'est plus « comment rembourser ?», mais « que faire de notre liberté retrouvée ?» Mais attention, l'enjeu est immense. Si l'Afrique échoue, elle risque de tomber dans de nouvelles formes de dépendance. Si elle réussit, elle reprend le contrôle de son argent, de ses ressources, de sa dignité. Alors, pourquoi ce remboursement massif terrorise-t-il autant l'Occident? Pour comprendre, il faut plonger dans la mécanique cachée du système de la dette internationale. La dette, une nouvelle forme de chaîne invisible? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il faut remonter à plus de 60 ans en arrière. Après les indépendances, alors que les pays africains cherchaient à bâtir leur nation sur des ruines coloniales, une nouvelle architecture de contrôle s'est mise en place. Mais cette fois, elle n'avait ni soldats ni frontières, juste des contrats, des chiffres et des rendez-vous à Washington ou à Paris. Le FMI et la Banque mondiale sont arrivés avec des promesses d'aide et de développement, mais à un prix. La surveillance de chaque décision budgétaire, la moindre dépense, chaque souffle de leur économie surveillé à la loupe. Derrière chaque prêt, il y avait des conditions. Réduisez vos dépenses publiques, privatisez vos entreprises nationales, éliminez les subventions sur l'énergie, ouvrez vos marchés. En échange de fonds vitaux, il fallait accepter l'austérité, céder des pans entiers d'infrastructures, abandonner l'idée même de souveraineté économique. Le FMI ne se contentait pas d'aider, il exigeait des réformes souvent douloureuses, dictant les politiques salariales, la fiscalité et même les prix de l'essence. Quand un gouvernement hésitait, la menace était claire, pas de réforme, pas d'argent. Pendant des décennies, ce système a fonctionné comme une immense machine à contrôle. Une crise sur le marché mondial, une chute des prix du cuivre ou du cacao, et les déficits s'accumulaient. Les États n'avaient plus le choix, il fallait retourner frapper à la porte du FMI. Et derrière la porte, c'était toujours la même histoire. Pour recevoir l'aide, il fallait renoncer à décider soi-même. Les politiques publiques africaines étaient rédigées sous la dictée de technocrates étrangers, parfois contre la volonté et le bien-être même des populations. Le coût de cette soumission ne se mesure pas seulement en milliards de dollars d'intérêts payés. Le vrai prix, c'est une génération entière privée de choix. Les hôpitaux rationnaient les soins, les écoles fermaient ou manquaient de professeurs parce que le FMI l'exigeait. Les ressources partaient, les profits aussi, pendant que les peuples attendaient la promesse du développement, coincés dans un cercle vicieux de dépendance. La souveraineté était devenue une fiction polie, une décoration sur les discours officiels. Pour la diaspora et les peuples africains, ce système signifiait aussi une chose terrible, l'excuse permanente de l'Occident comme cause de tous les maux internes. Tant que la dette existait, tant que la surveillance étrangère était là, on pouvait toujours accuser le superviseur lointain. Mais en réalité, ce jeu masquait une vérité plus crue. La vraie liberté coûte cher,
Elle exige de reprendre ses responsabilités. Et maintenant, le décor change. Le cercle vicieux commence à se fissurer. De l'ouest du Ghana au haut plateau de l'Est, des nations annoncent le remboursement anticipé de leurs dettes. Les institutions de contrôle sentent le sol bouger sous leurs pieds. La porte de la cage s'entr'ouvre et l'oiseau n'attend plus la main qui l'a piégé. Mais attention, quand les vieilles chaînes tombent, de nouveaux défis apparaissent. Il est temps de voir comment cette révolution silencieuse a commencé. Que se passe-t-il quand la boucle parfaite de dépendance se brise? Imaginez les bureaux du FMI, autrefois tranquilles, où l'on s'attendait à ce que les rappels de paiement rythment la vie des États africains comme le tic-tac d'une vieille horloge coloniale. Mais aujourd'hui, ce mécanisme bien huilé grince soudain. La Zambie, contre toute attente, a restructuré ses dettes. D'autres suivent, remboursant plus vite que prévu, refusant de rentrer dans le rang, brisant le mythe de l'éternel débiteur africain. Ce n'est pas un simple sursaut de discipline budgétaire, c'est la fissure dans un barrage vieux de 60 ans. Cette fissure provoque des remous bien au-delà des frontières africaines. Car au moment même où la surveillance du FMI commence à s'effacer, la panique s'installe dans les institutions occidentales. Pourquoi? Parce qu'elles perdent plus que des intérêts ou des garanties. Elles perdent le pouvoir de dicter les règles du jeu. Pendant des décennies, chaque tranche de prêt s'accompagnait de conditions strictes, coupe dans les services publics, gel des salaires, suppression des subventions vitales. Mais désormais, le contrôle glisse entre leurs doigts. Le cycle d'endettement qui assurait leur domination se fracture, et avec lui, l'assurance tranquille d'être l'arbitre du destin africain. Dans le même temps, l'Afrique prend conscience de sa véritable richesse. Le cuivre, le cobalt, l'or, le lithium, ces ressources longtemps extraites au profit d'intérêts étrangers deviennent maintenant des leviers de négociation. Ces matières premières effacent les déficits, remplissent les caisses, changent la donne. Regardez le Burkina Faso, qui suspend l'exportation de son or pour en faire un bouclier économique, ou le Niger, qui revoit les conditions d'exploitation de ses mines d'uranium. Désormais, l'Afrique peut payer ses dettes et garder l'initiative. Mais cette révolution ne se joue pas uniquement sur le terrain des remboursements. C'est aussi le foisonnement d'alternatives qui inquiète la vieille garde. La Chine, les BRICS, de nouveaux prêteurs apparaissent, offrant des financements sans les fameux ajustements structurels. Ces nouveaux partenaires ne sont pas angéliques. Les prêts adossés aux ressources comportent leurs propres risques, parfois lourds de conséquences. Mais l'essentiel, c'est le choix. Lorsque Lagos, Abuja ou Lusaka peut tourner le dos à Washington pour toquer à la porte de Pékin, tout l'équilibre du pouvoir mondial vacille. Face à cette concurrence, le FMI ne peut plus imposer sa loi sans contrepartie. Le continent, longtemps isolé, a désormais une voix, une latitude, une capacité à dire non. Ce nouvel espace de liberté, pourtant, n'est pas sans danger. Car si l'Occident perd son monopole, rien ne garantit que les nouveaux partenaires seront plus justes ou plus respectueux de la souveraineté africaine. Le risque de nouveaux pièges, de nouvelles formes de dépendance, plane en permanence. La tentation du chantage, du troc inégal, de la mainmise déguisée sous des promesses de coopération gagnant-gagnant n'a pas disparu. L'Afrique avance sur une ligne de crête. Libérée d'une tutelle, elle doit éviter d'en accepter une autre. Mais une chose est sûre, la vieille architecture vacille. Les menaces de notation, les avertissements de sanctions, les mises à l'écart diplomatiques n'ont plus le même impact. Dans les couloirs du pouvoir occidental, on sent que la mainmise s'effrite. Un vent nouveau souffle, porté par l'audace de dirigeants qui ne parlent plus le langage de la soumission, mais celui de la dignité, de la souveraineté, du refus de mendier. Il reste une question essentielle. Que signifie, concrètement, cette reconquête sur le terrain? À quoi ressemble, dans la vie réelle, ce nouvel élan de souveraineté économique? C'est là que notre histoire nous emmène. Souveraineté retrouvée ou simplement déplacée? Voilà la question qui résonne aujourd'hui, alors que l'Afrique, en remboursant ses dettes au FMI et à la Banque mondiale, semble tourner la page d'un demi-siècle de mise sous tutelle. Mais tout le défi,
c'est de comprendre ce que cette liberté financière va vraiment changer et à qui elle profitera. Regardons de près cette nouvelle génération de leaders. Le capitaine Ibrahim Traoré, par exemple, incarne à lui seul cette rupture radicale. Il n'a pas seulement déclaré l'indépendance politique, il a osé suspendre l'exportation de l'or burkinabé. Du jamais vu, l'or, ce métal précieux qui filait jusque-là vers les coffres de Londres ou Zurich, doit désormais répondre aux besoins de la population locale avant de remplir les portefeuilles des multinationales. Cette politique choque l'ancienne garde, inquiète les marchés, mais elle révèle une volonté nouvelle. Les ressources africaines doivent d'abord enrichir l'Afrique, pas l'Occident. Et ce mouvement ne se limite pas à un seul pays. Partout, on sent monter un souffle de « Africa First », à l'image du « America First », qui, sous l'ère Trump, avait déstabilisé l'ordre global en affirmant que les intérêts nationaux priment sur la vie des institutions internationales. Si l'Amérique peut refuser de sacrifier ses travailleurs pour des traités commerciaux jugés inéquitables, pourquoi le Burkina Faso, le Mali ou le Niger devraient-ils continuer à mettre leur avenir entre les mains du FMI? Pour la diaspora africaine, en particulier celle des États-Unis, ce moment résonne comme un écho lointain des luttes contre l'exclusion systémique, une chanson familière de résistance et d'autodétermination. Mais attention, l'histoire nous apprend que les anciennes puissances ne disparaissent pas sans riposter. Quand l'architecture de surveillance financière commence à se fissurer, l'Occident n'applaudit pas, il s'adapte. Ce n'est plus la menace de la baisse de la note de crédit ou l'exclusion diplomatique qui plane, mais la métamorphose d'un système. On passe de la finance de surveillance, celle qui dicte comment dépenser l'aide, à la finance d'extraction, qui cherche à sécuriser l'accès aux matières premières, quitte à contourner les nouveaux remparts souverains. Le risque est immense, croire que la liberté est acquise, alors qu'elle ne fait que changer de visage. L'Afrique, en payant ses dettes, efface l'excuse commode du « c'est la faute du FMI ». Fini le bouc émissaire extérieur. Désormais, si un hôpital reste inachevé ou si le blé devient inaccessible, la responsabilité retombe sur les épaules des dirigeants nationaux. L'enjeu n'est plus seulement monétaire, il est institutionnel. Il s'agit de bâtir des systèmes fiscaux efficaces, de renforcer les banques centrales, de s'assurer que la richesse captée ne fuite plus vers les paradis fiscaux, mais finance les services publics, les infrastructures, l'autonomie technologique. Et là, surgit une question vertigineuse. La souveraineté économique va-t-elle libérer ou piéger autrement? Car dans ce nouvel espace, l'Afrique n'affronte plus seulement l'Occident, mais aussi elle-même, ses propres élites, ses tentations autoritaires, ses réseaux de corruption. L'opportunité est immense, celle de choisir son destin, de récupérer ses ressources, de bâtir des institutions stables. Mais le danger n'a pas disparu. Il s'est déplacé, à la frontière entre l'indépendance proclamée et l'indépendance vécue. Pour les peuples africains et leur diaspora, la bataille qui s'ouvre est celle de la maturité. L'heure n'est plus à désigner un coupable extérieur, mais à prendre en main chaque centime de richesse, à défendre chaque avancée institutionnelle, à exiger des comptes à leur propre classe dirigeante. La liberté économique, ce n'est pas l'absence de chaîne, c'est le droit et le devoir de choisir ses propres liens. Alors comment s'assurer que cette émancipation financière ne soit pas, une fois encore, détournée? Comment éviter que les chaînes du passé se reforment sous d'autres formes? Dans un instant, nous verrons comment l'Afrique peut consolider cette souveraineté nouvelle, sans tomber dans les pièges que lui tend déjà le futur. La liberté, c'est aussi la responsabilité. Voilà le vrai prix de cette révolution silencieuse qui traverse l'Afrique. Car rembourser ses dettes, ce n'est pas juste rayer une ligne dans un registre comptable, c'est retirer l'ultime prétexte, l'alibi commode qui permettait aux dirigeants de dire « ce n'est pas nous, c'est le FMI ». Une fois la dette soldée, le bouclier tombe. Et ce qui nous attend, c'est tout sauf confortable. C'est le grand saut vers la souveraineté, mais aussi vers une responsabilité radicale. Regardons de près les chantiers qui s'ouvrent. La première étape, c'est de bâtir des institutions vraiment solides. Fini les systèmes fiscaux qui laissent filer la richesse, qui ferment les yeux sur les évasions ou s'appuient sur quelques exportations.
Au Rwanda, par exemple, une nouvelle génération de fonctionnaires s'acharne à concevoir des impôts qui captent la richesse là où elle est créée, pour que l'argent serve d'abord les écoles, les routes, les hôpitaux. Au Kenya, le travail de fond se voit moins. Il n'attire pas les caméras, mais il façonne lentement une administration efficace, capable de faire rentrer l'impôt et de financer l'avenir. Ce n'est pas glamour, il n'y a pas de grands discours, mais c'est là que la révolution prend racine, dans la capacité à construire des banques centrales vraiment indépendantes, qui ne reçoivent plus d'appels de Washington avant chaque décision. Dès que la politique monétaire se décide à Kigali ou à Nairobi, le contrôle étranger redevient une option, pas une obligation. Mais attention, ce vide laissé par la surveillance occidentale ne restera pas longtemps vacant. Déjà, on voit émerger une nouvelle forme de prédation. Quand les créanciers ne peuvent plus dicter les dépenses d'un État, ils tentent autre chose, mettre la main sur ce qui produit la richesse elle-même. Le cobalt, le lithium, l'or, le gaz, tout ce qui dort encore dans le sol africain devient la nouvelle cible. On promet des prêts faciles, mais en échange, on exige que les mines, les terres, les ressources servent de garantie. C'est la finance d'extraction, beaucoup plus insidieuse, qui vise à capter la valeur avant même qu'elle n'alimente nos économies. Voilà le risque. Soit l'Afrique utilise l'espace fiscal conquis pour bâtir un avenir autonome, solide, où la richesse nationale sert vraiment au développement. Soit elle laisse la porte ouverte à de nouveaux prédateurs, plus discrets mais tout aussi voraces. Car une chose est sûre, si nos institutions restent fragiles, si la transparence et la rigueur ne deviennent pas la norme, alors la souveraineté demeurera une illusion. Mais il y a aussi une opportunité historique. L'ère de la surveillance universelle touche à sa fin, et c'est maintenant que naît l'ère de la responsabilité totale. Pour la première fois, les citoyens ne pourront plus accuser l'Occident de tous les maux. Il faudra surveiller, exiger, demander des comptes à ses propres dirigeants. Si les routes ne se construisent pas, si la richesse s'évapore dans des comptes offshore, il ne restera plus que les mains qui tiennent le stylo pour répondre du bilan. C'est aussi le moment où la coopération régionale prend un tout autre sens. Le projet de monnaie unique, l'ECO, qui avance doucement en Afrique de l'Ouest, c'est plus qu'un rêve, c'est une riposte puissante à la dictature du dollar. Imaginez des décisions monétaires prises à Abuja ou à Accra, pour et par les Africains, sans supervision extérieure. Ce serait un mur solide contre la division et la manipulation, une affirmation d'une autonomie réelle. Mais cette nouvelle autonomie sera exigeante. Elle ne supporte plus les excuses, ni les demi-mesures. Elle réclame une vigilance citoyenne, une exigence d'exemplarité envers les élites et un engagement collectif à refuser toute compromission. Pour la diaspora, c'est aussi un message. La lutte s'est déplacée. L'enjeu n'est plus seulement la dette, mais la capacité à garder la richesse là où elle doit être, pour les enfants du continent. En fin de compte, cette libération financière renverse la table. Elle pose à chacun une question brûlante. La souveraineté est là, mais que va-t-on en faire? C'est la question finale qui se pose à nous tous, Africains d'ici et d'ailleurs. L'histoire ne s'achève pas aujourd'hui, elle commence. Ce que nous venons de voir, c'est la fin d'un chapitre, mais surtout l'ouverture d'un nouveau livre que l'Afrique s'apprête à écrire elle-même. Les remboursements rapides des dettes envers le FMI et la Banque mondiale ne sont pas qu'un événement financier. C'est l'écroulement silencieux d'un système de tutelle vieux de plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, la surveillance occidentale recule. Ce n'est plus Washington ou Paris qui fixent les règles du jeu, mais Lomé, Abidjan, Lagos ou Kigali. L'Afrique tourne la page d'une histoire écrite par d'autres pour esquisser enfin sa propre destinée. Cette nouvelle liberté, cependant, n'arrive pas sans son lot de vertiges. Pendant 60 ans, l'Occident a tenu le stylo, et chaque échec interne pouvait être rejeté sur le FMI ou la Banque mondiale. Dorénavant, fini les excuses. Si les routes ne sont pas construites, si la richesse est gaspillée dans les caprices d'une minorité, si les écoles restent vides et les hôpitaux déserts, il n'y aura plus d'autres responsables que les mains africaines elles-mêmes. C'est un saut dans l'inconnu, un moment de vérité. La souveraineté n'est pas un cadeau. C'est une charge aussi lourde que belle.
c'est la responsabilité radicale de façonner son propre destin, sans masque, sans tuteur. Et ce choix, il appartient à tous. Aux citoyens du continent, à la diaspora, à ceux qui refusent que l'histoire africaine soit encore dictée par les regards extérieurs. Ne pas s'impliquer aujourd'hui, c'est accepter de laisser d'autres écrire l'avenir à notre place. Or, ce qui se joue, c'est bien plus qu'un simple rapport de force économique. C'est la possibilité de réinventer les institutions, de récupérer le temps perdu, de bâtir des modèles de développement pensés pour et par les Africains. C'est la chance de transformer la richesse du sol et du sous-sol en dignité, en fierté, en futur. Regardez le projet de la monnaie commune, le TO. Pendant des années, il a été saboté par la division, par la surveillance différenciée. Aujourd'hui que les dettes s'effacent et que l'espace politique s'ouvre, ce rêve collectif quitte le domaine de l'utopie pour entrer dans celui de la réalité. Imaginez un instant. Des décisions monétaires qui concernent 300 millions de personnes, enfin prises à Abidjan, Dakar ou Accra, et non plus imposées depuis l'étranger. Un front uni, impossible à diviser pièce par pièce, une autonomie qui fait trembler l'ordre établi. C'est là que réside le vrai pouvoir, dans la capacité de dire non, de choisir ses alliances, de définir ses priorités. Mais attention, ce nouveau départ n'est pas sans risque. L'époque des chaînes visibles s'achève, mais d'autres tentations guettent, le retour de l'extraction masquée en partenariat, la stérilisation du changement sous prétexte de stabilité. Les ennemis d'hier se réinventeront. Le test sera celui de la vigilance, de la lucidité, de la capacité à ne pas laisser la souveraineté conquise être de nouveau confisquée, cette fois de l'intérieur. C'est là que chacun de nous a un rôle à jouer. Suivre cette révolution tranquille, c'est refuser l'indifférence. S'informer, relayer, questionner, s'engager, ce sont autant d'actes de résistance. Parce que l'histoire n'appartient pas à ceux qui la regardent passer, mais à ceux qui y prennent part. La flamme a été allumée, des rives du fleuve Congo aux rues de Ouagadougou, de la diaspora des Amériques au village du Sahel. Elle ne doit pas s'éteindre. Alors, ne laissez pas ce moment retomber dans le silence. Abonnez-vous, partagez, discutez, critiquez, mais surtout, restez avec nous pour écrire ensemble le chapitre qui vient. Ce n'est pas juste une affaire de dette, c'est la bataille pour que l'Afrique appartienne enfin à ceux qui l'habitent. L'ère de la mendicité touche à sa fin. L'ère de la souveraineté audacieuse commence.